Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le numéro 34 du Morceau Catch, de retour après plus d'un mois d'absence, hein, pratiquement un mois d'absence, donc ça fait plaisir de vous retrouver. Ah bon, je suis un peu chiffon parce que j'ai eu un problème technique et je suis obligé de tourner toute la vidéo depuis le début. C'est très sympathique ça, quand on s'est fait chier pendant 1 heure et demie, 2 heures à tourner la vidéo, de devoir tout recommencer depuis le début. Donc je vais devoir répéter tout ce que j'ai dit, ça va être super. Et en plus sans notes, donc c'est encore mieux. Bref, voilà, passons tout ça. Hein, c'est un peu emmerdant, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est de ma faute. Hein, voilà. Hein. Donc en tout cas, Bad Blood. C'est le prochain événement. Il faudra faire attention au niveau des horaires, hein, parce que c'est minuit pour nous, donc c'est tôt. Ce qui est une bonne chose, hein, mais du coup, faudra pas se tromper, c'est dans la nuit du 5 au 6, hein, de la nuit du samedi 5 au dimanche 6. Kick-off probablement 1 heure avant, voire 2 heures, mais bon, je pense que ce sera plutôt 1 heure, donc kick-off, je pense plutôt à 23 heures pour le pay-per-view à minuit, donc, mais vérifiez, hein, parce que c'est Astro, ça sera 22 heures, mais ça me surprendrait quand même, mais on sait jamais avec eux. Et donc, comme je le disais dans ma vignette, le retour du suspense, point d'interrogation, parce que c'est vrai que quand je vois deux résultats que j'ai trouvé très surprenants cette semaine dans les weekly et la carte hein, et le pay-per-view là, qui s'annonce, bah, je trouve que je me demande si le suspense, hein, que j'ai beaucoup déploré, le manque de suspense que j'ai souvent déploré chez Triple H, bah, je me demande s'il n'est pas de retour. On va prendre des précautions hein, avant de s'avancer. Mais en tout cas, quand je vois ce qui s'est passé à Raw, avec la victoire de Jey Uso sur Braun Breaker que je n'ai pas vu venir et qui m'a énervé, hein, parce que pour moi, il n'a pas l'étoffe d'un champion intercontinental, ça brise l'élan de Braun Breaker, ça m'énerve. Et voilà, ça n'enterre pas Braun Breaker pour autant, évidemment, mais il commence à peine son règne. C'était sa deuxième défense de titre, il perd déjà face à quelqu'un d'over-pushé au possible, qui a 3-4 moves à son arsenal, qui nous a pondu l'un des pires matchs de l'année chez VVE hein, contre son frère Amania. Alors je sais qu'ils vendent probablement plus de merch que Braun Breaker, mais il plaît au public. Mais franchement, voilà, moi je m'en fous que ce soit son premier titre solo. C'est un bon catcher tag, mais voilà, faut arrêter de nous l'enfoncer dans la gorge comme ça. Donc moi j'ai été très surpris par cette victoire de Jey Uso. Et vendredi à SmackDown, Bayley qui bat Naomi pour devenir la challengeuse de Nia Jax à Bad Blood. Ça m'a aussi très surpris parce que depuis 2 semaines là, je pensais vraiment que ça allait être Naomi. Donc j'aurai l'occasion de le redévelopper tout à l'heure, mais j'étais très étonné. Donc une carte que je trouve plus difficile à pronostiquer que un pay-per-view plus difficile à pronostiquer, je trouve que dernièrement. Pourtant, voilà, c'est pas un pay-per-view du Big Four, Big Five, mais il y a des matchs qui sont indécis. Sur 5 là annoncés, j'en vois quand même 3 pour lesquels je suis pas sûr de moi, et je pourrais changer d'avis dans la semaine. Donc c'est plutôt positif, hein, vous me direz. Mais en tout cas, je vais pas m'amuser autant pour les faire. Enfin, ça sera plus amusant sur le principe parce que c'est indécis. Donc ça, on va dire que c'est le côté positif. Mais ça sera plus difficile, moins amusant dans la mesure où, oui, bah, il va falloir plus se creuser la tête. Donc on verra. Je vais déjà vous donner déjà quelques éléments et puis ce que j'en pense. Et puis on verra peut-être dans la semaine si je vais pas changer d'avis. C'est pas impossible non plus. Voilà. Donc ça c'était pour la petite introduction sur peut-être le retour du suspense. On va passer tout de suite au sommaire de ce morceau catch, le voici, donc les pronostics de Bad Blood Atlanta, et on finira par le traditionnel top 5 des matchs du mois écoulé, hein, sur un gros mois, hein, parce que mon précédent morceau catch a eu lieu le 25 août, et c'était le jour de All-In. Donc All-In à ce moment-là, bah, forcément n'était pas éligible pour le top 5, donc c'est pour ça que peut-être qu'All-In est présent dans ce top 5, en tout cas ça démarre là, et même un petit peu, et même la veille, le 24 août, puisqu'il y avait aussi un gros show du côté de la Rift Pro qui pouvait aussi nourrir ce top 5. Donc le vrai départ de la période d'éligibilité, c'était le 24 août. Donc jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait quand même plus d'un mois. Donc pas mal de matchs éligibles du coup. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le gros morceau, les pronostics de Bad Blood avec le poster du show, le voici. Bon bah là pour le coup c'est pas un poster avec des catcheurs impliqués. J'ai pas trouvé mieux, voilà, c'est le logo qui est plutôt sympa, voilà, et on voit que le sang, hein, je pense notamment à McIntyre, il nous l'a promis, donc on va voir quand même, je pense, pas mal de sang qu'on verra dans ce pay-per-view, hein, en tout cas, voilà, j'espère qu'il va pas nous mentir, Drew, il y en aura peut-être dans d'autres matchs, ça c'est moins sûr, mais faut qu'on en voit, ça c'est sûr, et c'est un pay-per-view, je trouve, qui est vraiment plutôt intéressant sur le papier, il y aura des confrontations assez indécises.
à enjeu pour certains. Pas forcément à enjeu et pas de titre pour d'autres, mais qui vont être quand même intéressants à suivre. On va commencer donc par le premier match, à savoir Damien Priest contre Finn Balor. Bon, bah, c'est un match qu'on attendait depuis un moment. Hein, c'était comme Triple H aime bien le faire, un match au long cours, bien développé, des graines plantées, semaine après semaine. On se demandait quand ça allait péter. Bon, ben voilà, SummerSlam, ça a été le grand moment. Défaite, perte du titre de Damien Priest par la faute de Balor. Voilà, il met le pied de Gunther sur la corde. Priest est énervé, il est étonné, il étrangle Balor. Derrière, Gunther en profite, sleeper hold, résistance de Priest, mais non, il n'y arrive pas, il passe out, donc changement de titre, changement de champion, nouveau champion, et bah, la feud qui continue, et puis évidemment, vu que Rhea n'avait pas pu non plus récupérer son titre à SummerSlam, les Terror Twins étaient vraiment, avaient passé un très mauvais moment à SummerSlam, ils se retrouvaient à 2 contre 5, 4 hommes et une femme qui formaient le nouveau Judgment Day. Et voilà, bah, on a tout ça maintenant hein, depuis SummerSlam, hein, toute cette construction qui continue. Et un match, une petite parenthèse, je dirais, qui n'a pas grande importance, mais une petite parenthèse avec cette victoire des Terror Twins contre Dominic Mysterio et Liv Morgan à Berlin, à Bash in Berlin, qui a fait du bien au face, même si rien n'a été gagné dans ce match. On a peut-être un peu plus mis la focale sur le duel Morgan Ripley que sur lui entre Priest et Balor. Donc bah, c'était bien de remettre ça en avant. Bah, et puis donc du coup les deux matchs auront lieu à Bad Blood. Donc Priest Balor. Donc c'est un peu voilà son ancien frère un peu entre guillemets puisque c'est ce qu'avait dit Priest dans une vidéo à Raw là que ça rappelait un peu sa jeunesse avec son frère qui chaperonnait un peu, qui prenait sous son aile. Et là, c'est un peu pareil avec le Judgment Day où il avait un peu Balor sous son aile, un peu comme son petit frère. Et du coup, bon, bah, ça s'est mal fini. Donc, c'est un peu, entre guillemets, un combat fratricide, hein, si on peut dire. Mais il faut régler les comptes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Overbooking potentiel, hein, bien évidemment, parce que c'est un match simple, il n'y a pas de stipulation. Donc, McDonough, Dominique et Carlito pourraient tout à fait intervenir. Morgan, j'y crois un peu moins. Je pense qu'il faut qu'elle se concentre sur son match. Enfin, on ne sait pas encore dans quel ordre ça va avoir lieu, mais je pense qu'elle sera pas forcément impliquée là-dedans. On verra peut-être aussi Jey Uso, on ne sait jamais, puisque bon bah lui il a pas de match à Bad Blood, hein, et il aura rien à faire. Il pourra peut-être intervenir puisqu'on le remet un peu dans l'histoire en l'associant un peu aux Terror Twins avec cette histoire. Bon, c'est pas une liaison ni une amourette, hein, on est loin de ça, mais entre Jay et Ripley, voilà, voilà, c'est mignon sans plus, quoi. Voilà, ça va pas au-delà. Bon, j'espère que ça n'ira pas au-delà, ce serait ridicule. Mais voilà, donc on, il y a un peu plus de respect maintenant entre Priest et Jay. Hein, ils ont eu des problèmes dans le passé, maintenant ça se respecte davantage. Donc ça se fait confiance. Donc pourquoi pas Jay pour faire le nombre aussi. Sami Zayn peut toujours être un peu lié aussi en tant que pote de Jay, mais bon, Sami a d'autres choses à faire. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais euh, du coup, Gunther contre Sami Zayn, c'est un match qui est très probable. Pour l'instant, il refuse le défi de Sami, mais si je devais faire un pronostic annexe et que ce match devait avoir lieu à Atlanta, pardon, victoire de Gunther. Hein. Voilà, il n'y a aucun doute possible que Sami ne gagnera jamais. Gunther va continuer, va être sur un très long règne, je pense. Voilà, ça c'était le petit prono annexe au cas où Gunther Sami Zayn serait ajouté à Bad Blood. C'est vrai que c'est étonnant de ne pas le voir, le titre mondial, mais bon. Voilà, ce sera peut-être pour Raw. Et puis je pense pas que Triple H, c'est pas trop le genre de Triple H, je trouve, de booker des matchs en pay-per-view à la dernière semaine comme ça. Donc j'y crois pas trop, et puis le format 5 matchs, on commence à y être habitué. Voilà pour la parenthèse. En tout cas voilà, overbooking, ça c'est pas impossible. Mais je donnerai la victoire quand même à Priest, au final, Damien Priest, qui a peut-être gagné le match tag mixte là, de Berlin, mais bon, c'est pas lui qui a fait la décision, hein, c'est replay. Il avait perdu la fois d'avant à SummerSlam. Et je pense que ça lui ferait du bien d'avoir cette petite victoire en solo. Puis en termes d'alignement, bah alors on est entre guillemets qu'un champion par équipe, alors que lui c'est quand même on le met, on le met comme main eventer, hein, faut le dire. Et on continue de lui faire confiance. Donc c'est un des gros un des top face maintenant en termes ouais, de main eventer à Raw. Donc je pense qu'en termes d'alignement, la victoire de Priest est plus importante que celle de Balor. Quand bien même Balor, voilà,
on pourrait le considérer comme un leader, mais de Judgment Day, mais bon, c'est pas trop l'objet. Hein. Normalement, le Judgment Day, c'est justement l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de leader. C'est pour ça qu'il y a eu deux turns. C'est comme ça que c'est passé. Donc, bon, bah, alors, il n'est pas plus important que les autres en fait. Donc, il est entre guillemets que champion tag. Donc, c'est pas voilà, c'est en solo, c'est pas quelqu'un sur qui on compte pour l'instant, toujours pas en tout cas. Donc, voilà, pour moi, c'est Priest qui doit plus, qui a plus besoin de cette victoire. Voilà, donc pour moi ça serait mon pronostic. Et puis ça va aussi de pair avec, je vais le dire après, le match de Morgan, parce que je pense que les deux matchs sont liés, et je vois bien un booking 50-50, c'est-à-dire je vois pas en fait deux victoires des Terror Twins ou deux victoires du Judgment Day. Pour moi ça sera 50-50 entre les deux, et je vous le dirai tout à l'heure, donc comme je suis plus partant sur Liv Morgan, donc du coup je donne victoire de Damien Priest. Ça sera à double tranchant parce que si ça se trouve je vais me planter sur les deux, et ce sera l'inverse, si ça se trouve ça sera victoire de Balor et victoire de Rhea Ripley. Hein. Je pense que ce sera l'un des deux scénarios. Hein. Ce sera voilà, le duo gagnant, faudra avoir le bon. Hein. Mais je vois pas une double victoire face ou une double victoire heel. Ce sera face heel à mon avis. Voilà. Mais le match devrait être bon parce que les deux se connaissent bien. Ils ont bien pas mal feudé, hein, mine de rien dans le passé. Ils ont été ils avaient des alignements un peu différents, enfin c'était des personnages différents à l'époque. Ils avaient déjà eu une feud il y a quelques temps, déjà pas mal de temps, même avant les histoires de Judgment Day. Et donc on revient là-dessus, et c'est une histoire voilà, au long cours qui a été bien racontée, donc le storytelling on l'aura, la qualité du catch ne sera pas je pense à démontrer, on l'aura le bon catch, on aura le storytelling, donc on devrait être plutôt satisfait du résultat, même faudra juste pas trop abuser de l'overbooking je pense. Hein. Et donc voilà, une défaite de Balor ne serait pas gravissime en soi. Je donne donc la victoire à Priest qui, à mon avis, en a plus besoin que Finn Balor. Et donc, je développerai les choses pour Morgan Ripley. On va passer maintenant au match suivant. Nia Jax contre Bayley pour le Women's Championship détenu par Nia Jax. Donc, comme je le disais tout à l'heure rapidement, Bayley avait battu Naomi pour devenir challengeuse numéro 1 à SmackDown. Résultat qui m'avait surpris. Je voyais vraiment Naomi lorsque Nia Jax avait suggéré, en tout cas imposé cette stipulation du tag match là avec Stratton, donc en partenaire de Jax pour affronter Bayley et Naomi, et que si Bayley ou Naomi prenait le pin, la perdante donc justement devait quitter SmackDown à tout jamais, permanently, et à l'inverse, si Bayley ou Naomi faisait le pin, elle gagnait, elle avait un title shot contre Jax à Bad Blood. Bon, c'était un peu tiré par les cheveux quand même toute cette stipulation. Je pense que si elle veut vraiment être une bonne heel, Jax, elle a juste à dire affrontez-vous en fait. Vous êtes copines, Bayley Naomi, affrontez-vous. Moi comme ça, j'ai rien à faire. Je sirote mon petit cocktail et je profite du spectacle. Vous vous foutez sur la gueule et moi j'ai rien à faire. J'ai plus qu'à ramasser les miettes et attendre voilà, que quelqu'un s'impose et soit peut-être diminué. Et voilà quoi. Elle aurait dû faire ça aurait été plus simple que de se prendre la tête comme ils ont fait. Bref, voilà, j'ai été surpris parce que c'est vrai que dans le système Triple H, on voit quand même beaucoup le fameux booking de la patience, hein, comme j'aime l'appeler, où on donne une chance à toutes les filles, on va dire à un moment donné, qui ont cette patience justement, qui veulent montrer, prouver, qui n'ont pas forcément toujours la chance de briller, de tutoyer les sommets, comme les Machines, les Zoé Stark, les Piper Niven, je sais pas, les Candice LeRae, il y en a plein des filles comme ça. À un moment donné, faut attendre, faut être patient, et ça passe. Voilà, Lyra Valkyria aussi, je peux en citer plusieurs. Et pour moi, voilà, je pensais que ça allait être le tour de Naomi, voilà, tout simplement. D'autant plus que Bayley était championne pendant longtemps, elle a perdu son titre seulement là, à SummerSlam, donc je pensais que c'était le moment de donner une petite chance à Naomi. Voilà, j'ai pas cité Zelina Vega aussi qui avait eu ses chances, enfin sa chance, il y en a eu plein comme ça. Ouais, l'occasion donc pour Naomi de jouer la challengeuse de transition, parce qu'il en faut des challengeuses de transition, justement ça permet de nourrir les cartes de pay-per-view dits secondaires, en tout cas hors Big Four, Big Five. Donc pour moi Naomi ça aurait pu être la bonne adversaire. Alors on va dire qu'au moins l'avantage c'est que Bayley, il y a un poil plus de suspense avec Bayley qu'avec Naomi, hein, parce que Naomi j'aurais quand même pas eu beaucoup de doutes quant à la victoire de Jax. Là bon,
un poil plus d'indécision, mais pour moi, voilà, pour moi, c'est pas le match qui m'inquiète le plus en termes de pronostic. Victoire de Nia Jax, c'est parce que Bayley n'en a absolument pas besoin, ça servirait à que dalle. Ça serait complètement inutile qu'elle reprenne le titre. Et puis ça briserait complètement l'élan, toute cette histoire entre Jax et Stratton. Et d'ailleurs un petit carton jaune, enfin une petite alerte quand même, parce que autant je trouve que bon, Triple H en général il aime bien prendre son temps pour développer les histoires, etc. Autant là je trouve que la relation Jax Stratton ça va trop vite je dirais dans la tension. Euh, Parce que pour moi c'est quelque chose qui doit aller potentiellement jusqu'à Mania. Euh, C'est-à-dire par exemple que Stratton cache sur Jax parce que Alan ras le bol et que ça va évidemment ça va popper, elle fera un face turn évident et mais peu de temps avant Mania qu'elle fasse ce cash-in victorieux et que derrière bah, évidemment Jax demande son rematch parce que c'était injuste et donc à Mania Jax Stratton voilà dans un vrai match cette fois-ci pas juste un petit segment cash-in quoi voilà pour moi c'est ça qui doit arriver mais je trouve que là bah, le dernier SmackDown, Jax qui étrangle Stratton, qui la menace et tout. Ouh, attention, n'allez pas trop vite. Pour une fois, avant, vous me direz, pour une fois que ce Triple H va vite. Mais là, attention quand même. Voilà, voilà. Hein. C'est, pour moi, ça doit se développer sur le long cours. Donc, faut se calmer un peu. C'est pour ça que bon, déjà mon pronostic, hein, donc je le maintiens, victoire de Jax hein, pour moi. Et ça n'a il n'y a pas de doute là-dessus, même avec Stratton autour. Mais au contraire, Stratton pourrait avoir un rôle à jouer, mais plutôt favorable pour Jax, parce que justement, j'aimerais bien que la relation justement se pacifie entre Jax et Stratton, et pour que cela se pacifie, il faudrait que Stratton justement fasse gagner Jax. Voilà, pour se racheter une conduite, on va dire. Une autre façon de faire serait de provoquer un quiproquo, c'est-à-dire que Stratton ferait gagner Jax de façon, on va dire, douteuse, mais involontaire même, je dirais même involontaire, mais que Jax, bah, elle en profite, elle pour elle, c'était fait exprès, et du coup, elle va féliciter Stratton, du coup, Stratton va revenir un peu dans les petits papiers de Jax, et va les féliciter donc. Et en fait, toujours avec cette ambiguïté. Enfin, c'est ce quiproquo en fait. Jax pense qu'elle a fait la bonne action, Stratton, alors qu'en fait Stratton n'avait pas trop fait exprès de faire gagner Jax, quoi. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Une espèce de quiproquo comme ça, ce qui permettrait donc de relancer de remettre un peu plus de, de- d'entente entre les deux et de repartir sur voilà plusieurs semaines qui se passe un peu mieux avant de redescendre progressivement évidemment hein. Mais attention à pas aller tout de suite dans la tension c'est ça mon petit carton jaune entre les deux donc pour moi je préférerais que Stratton si elle devait intervenir fasse la bonne action pour se racheter avec intentionnellement ou pas mais en tout cas que ça provoque que ça favorise la victoire de Jax. Le match sera ce qu'il sera voilà ça sera pas de la folie c'était décent, on va dire, à SummerSlam, mais bon, voilà, ça restera ce que ça restera. Ça sera un petit 3 écart, 3,5, pas plus, je pense. Mais voilà, challengeuse pour moi de transition pour Bayley. Stratton, pour moi, c'est l'élu depuis longtemps. Donc, on va raconter ça, mais faut développer ça et faire progresser tout ça vendredi après vendredi, prendre son temps, mais pas casser tout ça maintenant, quoi. Ça n'a pas de sens, c'est pas maintenant qu'il faut faire ça. Donc il faut relancer ça, relancer la bonne entente entre Jax et Stratton. En tout cas pour moi, victoire donnée à Jax, pas trop de doute pour moi là-dessus. On va passer maintenant au match suivant. Liv Morgan contre Rhea Ripley, voilà, pour le Women's World Championship. Et donc, comme le visuel l'indique, ils ont ajouté une Shark Cage. Dominique dans la Shark Cage. Voilà, c'est la bonne vieille stipulation, j'ai envie de dire, hein, à la Vince, entre guillemets. Bah là, il est un peu dans son trip old school, là, Triple H. Hein, ils avaient sorti le Four Corners Strap Match. Là, il nous sort la Shark Cage. Là, on va avoir aussi le Hell in a Cell qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, mine de rien. Donc là, il est dans son petit délire old school avec les vieilles stipus là. On n'en a pas eu souvent des Shark Cage, hein. Il y en a eu hein, bien sûr, mais c'est pas une stipu qu'on voit tant que ça. Quand la stipulation l'exige, quand la storyline l'exige, bah moi ça me gêne pas. Là ça pouvait effectivement se justifier et c'est ce qu'a demandé Rhea Ripley auprès d'Adam Pierce et donc elle a obtenu ça. Donc elle prend un peu de confiance. Le build-up m'avait un peu étonné parce que il y avait cette blessure à la jambe hein, provoquée par, enfin elle s'est pris la jambe dans la corde Rhea Ripley juste après Berlin
Et puis le Judgment Day en a profité, hein, Morgan notamment. Et on a eu tout un build-up avec une Rhea Ripley blessée à la jambe, avec une attelle, une béquille et tout ça. Et puis bon, bah, tout ça finalement pour nous dire, lors du dernier Raw, qu'elle était cleared. Donc je me suis dit, bon, bah en fait, à quoi bon nous raconter ça en fait? Ça sert à rien de nous faire toute cette blessure, là, cet angle de blessure pour nous dire, bon, finalement je suis cleared, et puis bon, voilà, le match va avoir lieu, quoi. Bon, j'aurais trouvé ça plus intéressant si Ripley était toujours en délicatesse avec sa jambe et que justement ça pouvait mettre le doute quant à sa victoire à Bad Blood et même justement sa condition physique au fait qu'elle soit à 100%. Et ça aurait pu même protéger Ripley dans la défaite, justement, cette jambe en délicatesse. Là, bon, bah, elle nous dit qu'elle est à 100%, bon, bah voilà. Mais par contre, ce que je trouvais intéressant, c'est que Morgan, à l'image de ce qu'elle avait fait à SummerSlam, où s'en était repris au bras, là, de l'épaule, le bras, là, de Rhea Ripley, intelligemment, c'était la blessure de Rhea, bah, qu'elle fasse la même chose, cette fois-ci avec la jambe de Rhea, qu'elle refasse le même travail pour réveiller la blessure de Rhea, et ça expliquerait, du coup, ça justifierait toute cette histoire qu'il y a eu avant. Tout ce work à la jambe, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt, donc j'espère qu'ils vont ça va servir un peu dans la narration du match. Bon, la Shark Cage qui est toujours un peu emmerdant avec cette stipule, c'est que bah, on a les yeux qui sont à la fois vers le haut et vers le bas de l'action, quoi. On regarde un peu les deux, donc on est du coup à l'arrivée, on est concentré sur pas grand chose finalement, parce qu'on a un coup les yeux en haut, un coup les yeux en bas, quoi. C'est un peu une partie de tennis, mais mais pas dans le même sens. Donc ouais, il y aura un peu cet aspect un peu ridicule, un peu grotesque, un peu comédie avec Mysterio qui va être sûrement un peu la chochotte. Comme l'avait dit en backstage sur YouTube, Rhea, elle a révélé que Dominique était quelqu'un qui avait le vertige et qui était claustro. Donc elle le connaît bien, et donc c'est pour ça, je pense qu'elle du coup, elle l'a poussé pour avoir ce Dominique dans la Shark Cage. Donc, je m'attends à voir un truc un peu classique des Shark Cage, c'est-à-dire que alors souvent c'est avec des managers, c'est souvent les managers qu'on met dans les Shark Cage, hein, mais là c'est pas le cas, mais que souvent la personne qu'on y met euh, rechigne à y entrer et elle fait toujours du chichi et du coup bah je verrais bien déjà un pré-match intéressant donc avec Dominique qui veut pas rentrer et ce serait Rhea par exemple qui va lui botter le cul qui va le foutre dans la cage avant que la cage ne monte progressivement et qu'on ait un Dominique qui gigote dans tous les sens, qui secoue les barreaux, qui fait même un peu trembler la cage, hein, qui va peut-être un peu se balancer là. Ça peut être drôle, mais bon attention, hein, faut pas que ce soit trop comédie non plus, parce qu'on a quand même un match de championnat, donc avec quand même de l'agressivité, de la haine entre les deux, donc c'est pas un match de comédie quoi. Hein. Mais donc on aura, on va dire deux univers, on va dire l'univers je dirais aérien, aérien avec la comédie et l'univers plus terrien, mais là avec quand même du serious business quoi, hein, avec vraiment une explication. Bon, malgré la stipulation, bon bah ça empêche toujours pas le Judgment Day d'intervenir, hein, c'est comme le match Damien Priest contre Finn Balor, hein. Donc c'est toujours pareil, donc on peut à nouveau voir les autres du Judgment Day, à nouveau peut-être Jey Uso, peut-être Sami Zayn, Damien Priest évidemment aussi, donc on va voir aussi dans quel ordre donc les matchs vont avoir lieu. Si le match de Priest a déjà eu lieu, pourquoi pas intervention de Priest. S'il n'a lieu que plus tard, ça sera peut-être moins sûr qu'on voit Priest. Bref, on verra. Et donc, bah, par rapport à mon pronostic, j'irai vers la victoire de Liv Morgan. Donc, comme je le disais tout à l'heure, d'abord pour l'histoire du 50-50 booking, parce que je le sens bien comme ça, moi. Donc, victoire de Priest et victoire de Morgan. Voilà. Et en plus, bah, même si Dominique est dans une cage, ça n'empêche pas le coup traditionnel de celui qui avait, donc Dominique qui avait peut-être une arme, ou un point américain, quelque chose comme ça caché, qu'il avait caché dans voilà, sa veste ou quoi, ou dans son pantalon, et qu'il ferait tomber de sa cage pour que Morgan le récupère et puis qu'elle gagne avec de la hit. Voilà, c'est le coup classique. Maintenant, attention, est-ce que Rhea ne récupère pas l'objet en question à la place de Morgan et s'impose du coup ce qui ferait encore une énorme boulette pour Dominique. Attention au DQ hein, si l'arbitre voit ça, hein, un coup de poing américain par exemple de Rhea sous les yeux d'arbitre. Attention au DQ, j'espère qu'ils vont pas faire ça quand même. Ça pourrait arriver, hein, mais s'ils veulent prolonger la feud comme ça,
Mais bon, je trouverais ça un peu bébête. Euh, En tout cas, voilà, ça se justifie parce qu'effectivement, Rhea en a marre parce que Dominique avait permis à Morgan de prendre le titre à Becky Lynch en Arabie Saoudite, et là, il avait permis à Morgan de le conserver contre Rhea justement à SummerSlam. Donc voilà, donc comme Dominique, c'est normal qu'il soit sous les barreaux, comme il dit, hein, comme ça rappelle du coup son passé en prison. Donc tout fait sens. Mais effectivement, il pourrait tout à fait cacher un objet qui pourrait laisser tomber de sa cage. Ça peut être une possibilité. Et puis s'il ne peut pas intervenir, s'il ne fait rien, bon ben on verra avec le Judgment Day. Il y aura de l'overbooking, je pense. Il y aura du spectacle en haut et en bas, ça c'est sûr. Mais le match, bon, c'est toujours pareil, hein, Morgan contre Ripley, pour moi, c'est du 3,5, autour de ça. Il y aura jamais, ça fera jamais 4 étoiles, hein, je vois pas ce miracle à ce niveau-là. Ça sera peut-être 3 quarts si c'est bien raconté, si on passe un bon moment, si c'est pas trop indigeste en termes d'overbooking ou voilà, de tout ce qui pourrait se passer autour, on verra bien. Mais donc voilà, victoire de Morgan. Donc, et puis, donc je dirais dans mes arguments, je vois aussi donc en dehors du 50-50, je trouve qu'il y a plus de possibilités de raconter d'autres choses avec Morgan championne qu'avec Rhea Ripley championne. Et en plus, du coup, Triple H, il aime bien faire languir, hein, donc le bon kick de la patience. Rhea, voilà, elle a perdu son titre de façon injuste, elle l'a rendu vacant, mais je pense il va un petit peu faire languir le truc en disant, voilà, t'inquiète pas, tu vas le récupérer ton titre, mais on va continuer à raconter l'histoire. Sois patiente, tu l'auras à Mania, voilà par exemple ça pourrait être Mania le bon moment, peut-être en gagnant le Rumble hein, pour Rhea Ripley, pour avoir donc ce rematch, parce qu'elle dira voilà je veux gagner le Rumble parce que j'en ai pas fini avec toi Liv, mon objectif reste le même, c'est de prendre ce titre qui m'appartient, hein, qui n'est que tu as en gros que tu as volé entre guillemets, qui n'est pas à toi, c'est mon titre et donc je t'attends, hein, je gagne le Rumble et puis je t'attends à Mania, voilà. Donc je vois bien ça, ce côté un peu sadique de faire patienter, de continuer à jouer avec les nerfs du public, et la frustration, la hit, et d'avoir vraiment un big push de Liv Morgan qui pourrait donc durer jusqu'à Mania, parce que sinon ça reste d'être un peu désert, je trouve, pour Rhea Ripley. Si elle gagnait déjà le titre, parce que derrière je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités en heal véritablement, parce que sinon elles sont en équipe, en trio, hein, je pense au Pure Fusion Collective, au Unholy Union, tout ça, c'est des équipes, donc voilà, ça va être dur de tenir comme ça jusqu'à Mania, donc je vois déjà d'autres possibilités, puisque j'en ai pas trop parlé dans le match de Priest Balor, mais la LWO, elle a encore une histoire avec le Judgment Day, on le voit encore actuellement. Il y a une rivalité. Donc, Zelina Vega pourrait être par exemple une challengeuse possible pour Liv Morgan. Ça c'est déjà une première chose, puisqu'effectivement c'est quand même, on voit toujours la LWO aux prises avec le Judgment Day, hein, ça arrive encore. Donc il pourrait aussi faire le nombre hein, à l'extérieur, notamment du côté du match de Priest et de Balor. Hein, en dehors de Jey Uso ou de Sami Zayn, donc faudra aussi ne pas oublier la LWO. Et en dehors de ça, bah, je pense à Lyra Valkyria aussi, qui pourrait avoir une chance encore, puisqu'elle a, elle avait eu, il y avait ce segment avec une baffe, la baffe qu'il y avait eu, avec Liv Morgan, là, à l'époque où Becky Lynch était encore là. Donc on peut aussi raconter quelque chose avec ça et revenir sur une relation, donc une rivalité entre Morgan et Valkyria. Faut pas oublier aussi Nikki Cross, je pense, parce que la Wyatt Six, bon, bah, elle a gagné sa feud avec l'American Maid, mais bon, là, maintenant, elle ressort des QR codes, malheureusement. Ça commence à m'ennuyer. Voilà, on sait pas trop qui ils visent, mais encore des petits indices, voilà. Mais en tout cas, voilà, ils vont avoir une autre rivalité. Et effectivement, bon, bah, on a plusieurs hommes, une femme. Donc Wyatt Six, Judgment Day, la feud pourrait fonctionner. Hein. Puis bon, bah oui, Six et Wyatt Six, ils sont plutôt, je dirais, sur un alignement twinner face, on va dire, twinner tendance face. Le public marche bien derrière eux. Et puis bon, le Judgment Day maintenant est vraiment bien heal. Donc voilà, ça fonctionnerait bien, je pense, une feud entre ces deux clans. Et donc, bah forcément, ça peut permettre à Nikki Cross, hein, ou Sister Abigail, hein, on va dire n'importe qui, d'avoir sa chance face à
à Liv Morgan. On a peut-être en challengeuse de transition, mais en challengeuse quand même. Voilà. Et puis je pense à une autre option, quelqu'un qui commence toujours, enfin qui continue là actuellement de teaser des choses de retour, un retour, c'est Alexa Bliss. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'elle revienne. Donc Alexa Bliss qui peut être heel comme qui peut être heel comme face, hein, vous me direz, mais vu toute sa longue absence, quand elle va revenir, ça va popper, le public va être content. Donc il va être, du coup, elle aura une position, je dirais, de face naturelle quand elle va revenir. Donc je pense que ça pourrait être une bonne option aussi pour aller chercher Morgan. En plus, c'est une histoire qui peut se raconter parce que voilà, il y a toujours une petite comparaison entre Bliss et Morgan. Voilà, il y a les pros de l'une et les pros de l'autre. Voilà, mais ça peut être aussi une bonne feud d'avoir aussi Morgan et Alexa Bliss. Donc je trouve que côté face, j'ai envie de dire qu'il y a plus d'options avec Morgan. On peut continuer à, à passer le temps, on va dire, et à nourrir Morgan pendant que Ripley, on la mettra sur autre chose. Voilà, on va l'occuper. Je pense aux Wargames. Hein. Wargames, c'est toujours l'occasion de mettre un peu entre parenthèses certaines rivalités ou certains matchs pour les titres, et pour d'abord régler les comptes en équipe, s'associer pour l'occasion, pour la circonstance. Donc Rhea Ripley, je la vois mal ne pas être du Wargames, donc elle pourrait aussi être occupée comme ça. Voilà. Donc et puis on ira ensuite tranquillement vers la route, vers le Rumble, etc., etc. Et puis voilà, possible favorite Rhea Ripley pour gagner le Rumble et donc à nouveau avoir sa chance face à Morgan. C'est pour ça qu'après ce match, je pense qu'il faudra qu'elle ne s'affronte plus pendant même jusqu'à Mania pour moi. Il faudra vraiment les mettre un peu sur le côté, sans oublier la feud, hein, bien sûr il y aura toujours de l'unfinished business et il faudra que Ripley, faudra qu'on l'occupe avec d'autres choses. On sait jamais, peut-être que Becky va faire aussi un retour surprise, on sait jamais aussi, hein, même si ça n'a pas l'air d'être parti pour ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a plus d'options donc avec Morgan Champion en tant que pour les challengers à venir. En tout cas plus du côté face. Donc pour moi voilà, victoire de Morgan et donc victoire de Damien Priest. Voilà un peu comment je verrai les choses pour la double rivalité, en tout cas le double match. Les deux sont forcément intimement liés. On va passer maintenant au match suivant. Voldemort contre Drew McIntyre dans un Hell in a Cell match. Ben voilà, donc beaucoup de fans le disaient. Moi j'en étais pas encore persuadé hein, quand j'en parlais il y a un mois là pour la review de Bash in Berlin. J'espérais plutôt un truc un peu plus à la Street Fight, Last Man Standing, Fall Count Anywhere. Là bon, on est sur un truc assez violent. Je suis toujours un peu de peur par rapport au cardio de Punk, par comment il va tenir dans un match aussi exigeant, aussi violent, agressif. Euh, alors qu'il ne demande pas forcément à aller à 100 à l'heure. Ça demande aussi surtout de bonne qualité de storyteller. Mais il faudra aussi quand même l'agressivité nécessaire. Ça, on peut pas y couper. Donc ça, faudra voir comment ça va être géré. Je garde toujours mes doutes. Le build-up, on va dire que c'est un peu meilleur que ce qu'on a vu entre SummerSlam et Bash in Berlin. Il n'y a pas eu beaucoup de confrontations, si ce n'est, bah oui, après Berlin. Il y a eu ce que je craignais, enfin j'ai eu peur que ça arrive, c'est que McIntyre récupère le bracelet et qu'on soit reparti pour un tour. Heureusement, une fois qu'il l'a pris, il a détruit le bracelet, et il a détruit aussi Voldemort. Donc voilà, ça c'était la vengeance, parce qu'évidemment, il a raison hein, sur le principe McIntyre. Voldemort, c'est pas parce qu'il a gagné, qu'il a pris sa revanche sur de McIntyre en gagnant, en tapant 4 coins, que ça y est, il est légitime pour être le prochain challenger de Gunther. Et c'est ce qu'il avait montré hein, comme ambition. Hein. Voilà, je suis passé à autre chose, ça y est, j'ai battu McIntyre, j'ai tapé 4 coins, donc moi, je me tourne vers le titre. Un peu facile quand même. Donc non, déjà non. Et McIntyre, donc voilà, il a vraiment défoncé Voldemort. Et on est parti sur un build-up finalement avec pas de de rencontre entre les deux. Hein. Finalement, c'était chacun son tour. À Raw, chacun venait une semaine sur deux faire sa petite promo. Promo que j'ai trouvé pas mal de la part de Voldemort, où il a plus été en baissant le ton, plus, mais on sentait quand même la colère, mais c'était plus un ton grave, je dirais. Et McIntyre, pareil. Les promos étaient classiques, mais plutôt efficaces, je dirais. Bah oui, les deux de toute façon ont dit hein, que leurs proches, hein, leurs femmes et les autres ont dit non, faut pas que tu fasses ce match. Voldemort, on lui a dit non, c'est le match de trop, tu prends trop de risques. La femme de McIntyre a dit
qu'il faudrait pas qu'il fasse ce match parce que là, on sent que déjà sa santé mentale en prend un coup et qu'il vaudrait mieux qu'il passe à autre chose pour le bien, donc pour son propre bien et puis le bien de son couple aussi finalement. Donc ça, on a raconté un peu tout ça. Et McIntyre donc nous a promis du sang. Vraiment, il veut le détruire. Il promet de faire saigner Voldemort. Bad Blood, hein, c'est quand même le bon pay-per-view pour ça, hein, comme son nom l'indique. Donc j'espère que oui, qu'on en verra du sang parce que effectivement, on n'en a pas eu du tout à SummerSlam. On en a eu un petit peu lors du strap match de Berlin. Mais là, j'espère qu'on va continuer à aller crescendo et avoir vraiment pourquoi pas un Crimson Match, un Crimson Mask hein, pour Voldemort ou McIntyre ou les deux peut-être. Mais en tout cas qu'on monte en intensité. Et pour moi, voilà, ce match sera évalué. En tout cas, moi je l'évaluerai selon le degré d'agressivité, de violence qu'on verra. Si on n'a pas ça, pour moi, ça remplira pas les conditions nécessaires pour que ce soit un bon match, quoi, et un match réussi. Donc, malgré toujours cette inquiétude par rapport au cardio de Voldemort, voilà. Euh, il a, on va dire, l'avantage d'être un bon storyteller dans le ring, d'aimer les matchs un peu old school. Donc, il peut bien raconter le match. On aura quelque chose qui ira pas, évidemment, qui n'ira pas à 100 à l'heure. On va se projeter contre le grillage, contre les escaliers d'acier. On va frotter le visage de son adversaire contre le grillage. Voilà, ça sera pas du grand catch, hein, mais c'est pas ce qu'on attend. Ce sera un règlement de compte. On sortira un peu les chaises, peut-être les tables, des chaînes, des kendo sticks. Voilà. Et on se fout sur la gueule. Et là, il faudra du sang, c'est sûr. Donc, ça sera peut-être le main event. Je crois qu'il y a encore une incertitude hein, entre celui-là et le tag de la Bloodline là. Je pense que ces deux matchs, on mériterait un main event, les deux, franchement, on verra bien lequel ce sera. Mais en tout cas, voilà, j'en parle maintenant. Mais en tout cas, voilà, il faudra une bonne agressivité. Là, on est vraiment dans le old school, dans la mesure, oui, on nous ressort le coup de la trilogie avec une trilogie qui se conclut par un Hell in a Cell. Ça, c'était très old school. Ça a été beaucoup pratiqué dans le passé. On n'avait plus trop ça maintenant, dernièrement. Et donc, voilà, Triple H a, je pense, usé de ça, de son goût du old school pour faire ça. Donc, la traditionnelle rivalité qui se conclut dans la structure de l'enfer. Voilà. Et je pense que là, évidemment, il n'y aura pas d'autres matchs derrière. Il faut quand on finit dans un Hell in a Cell, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien derrière. Et pour le pronostic, pour moi, c'est l'autre match avec celui de Nia Jax qui sera pas trop compliqué, je dirais, à pronostiquer. C'est victoire de Voldemort. Voilà, pour moi, clair et net. Voldemort va gagner. Déjà, McIntyre ne pâtira pas de cette défaite, hein, forcément, dans un match qui est déjà très violent avec des armes, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Ça va pas l'enterrer. Il prendra un peu quelques jours, voire quelques semaines de repos. Voilà, on le reverra peut-être pas tout de suite. Et ensuite, forcément, on attend la suite qui se doit d'être la feud avec Rollins. On attend Rollins, hein, bien sûr, qui est toujours voilà, qui a des problèmes physiques, qui doit d'abord régler ses comptes avec Bronson Reed, peut-être en intervenant et en le faisant perdre d'ailleurs lors du Last Monster Standing là, de lundi à Raw, là, face à Braun Strowman. Peut-être que ce sera le moment pour Rollins de faire son retour, de faire perdre Bronson Reed et donc enfin lancer la feud du coup. Ou alors tout simplement Reed va gagner de lui-même et ça va le mettre bien over Bronson Reed et puis Rollins fera son retour à un moment donné pour surprendre Reed et puis voilà on fera monter la sauce. Peu importe, mais en tout cas, voilà, Rollins, il a forcément des comptes à régler avec Reed, et il faudra que Rollins en sorte victorieux, tout en protégeant, je pense, quand même Reed dans la défaite, que Rollins en sorte victorieux pour ensuite que les trajectoires se rejoignent à nouveau entre Voldemort et Rollins, puisque forcément c'est un match très attendu. Je le verrais bien pour Mania 41. Voilà. Pour moi, c'est un match qui a l'envergure et le star power nécessaire pour être un match de Mania. Et qu'ensuite, celui qui ressortira victorieux de cette feud, il ira chercher le champion du monde. Voilà, probablement Gunther encore une fois, parce que on va plutôt, je pense, aller vers un Gunther Voldemort à un moment donné, hein, parce on l'a pas eu, et puis à un moment donné, Voldemort, s'il est là de retour au ciel à VVE, c'est pour affronter un peu tout le monde, quoi, tous ceux qu'il a pas affronté, donc Drew c'est bon, hein, on en a eu assez, Rollins
On l'aura peut-être même plus d'une fois. Et puis on passera à Gunther, voilà, pour avoir aussi encore quelque chose d'inédit. Voilà. Donc on verra bien pour la qualité du match. Ce sera peut-être 3-3 quarts, ça sera peut-être 4. Si ça coche toutes les cases, je pense que je peux monter à 4. J'attends pas voilà une merveille. Mais si c'est bien raconté, s'il y a l'émotion, bon, bah pour moi le contrat sera rempli. Hell in bon, attention, bon, intervention, mais j'y crois pas. Là, pour moi, c'est une histoire d'homme, d'homme à homme, quoi. Il n'y a pas besoin d'intervention supplémentaire. Est-ce qu'ils iront au-dessus de la cage, comme ça arrive de temps à autre? Je suis pas sûr. Pas besoin de prendre autant de risques et de monter au sommet de la cage, voilà, d'utiliser les trous là, les trous béants qu'on voit dans la cage à chaque fois pour grimper. Non, pas la peine. Restons à l'intérieur de la cage, réglons ça entre hommes et voilà, tout le monde sera content. Et on va passer donc au potentiel mini-event, à savoir la Bloodline, Solo Sikoa, Jacob Fatu contre les Mega Powers 2.0, Cody Rhodes et Roman Reigns. Alors là, oui, il y a du gros Star Power, grosse association là. Euh, donc là, ça fait un gros match forcément. Bon, bah cette association, elle fait beaucoup de mal notamment à Kevin Owens, hein, qui a du mal à avaler cette association. On a vu cette belle vidéo là sur le terrain de football de Georgia Tech. Hein, donc on est vraiment pas loin de là où se tiendra Bad Blood. Et c'est là où avait officié justement Roman Reigns en football universitaire. Et puis bon ben voilà, c'est un peu Atlanta, c'est la terre un peu de Cody Rhodes, de la famille Rhodes. Donc il sera chez lui pratiquement, on peut le dire. Cody Rhodes, il sera le gros babyface du match. Hein, il sera très très bien accueilli. Roman Reigns aussi bien sûr. Mais en tout cas voilà, c'était original de faire ce petit. C'était vraiment un film hein, qu'on a vu là sur le terrain de foot. Et Cody qui avait besoin de savoir s'il pouvait avoir le soutien de Reigns quoi, si et s'il pouvait lui donner sa parole, hein, que il lui fera pas de sale et qu'il le soutiendra. Hein, et pour qu'en retour, Cody lui dise aussi, bah, je te soutiens aussi. Voilà. Donc c'est vraiment un segment avec quand même un peu de tension. Hein, et même Reigns n'oublie pas son objectif, hein, en lui disant, mais une fois qu'on aura réglé l'affaire, je récupérerai ce qui m'appartient, hein, le titre. Alors bon, Cody lui dit oui, mais bon, là, c'est plus, contrairement à ce que tu avais dit là, à SmackDown, c'est pas ta compagnie, hein, c'est plus ta compagnie, c'est plus ton titre, c'est plus ton ring, c'est moi maintenant le champion. Voilà, un peu tendu quand même. Euh, même si voilà, Reigns dit lui, il a tout perdu, il a perdu sa Bloodline, il a perdu son Oula Fala, il a perdu son titre, donc il dit ouais, j'ai plus rien à perdre. Mais voilà, l'Oula Fala, de toute façon, faudra qu'il se revienne en ligne de compte à un moment donné forcément. Cody lui voulait pas de ce match à la base, hein. C'était une volonté de Solo, hein. Il voulait ce match tag. C'est lui qui avait demandé ça à Nick Aldis, mais Cody lui il disait que c'était plus son histoire la Bloodline, ça ne regardait que Reigns et que lui il voulait se tourner vers autre chose quoi. Et bon bah, finalement il avait défendu son titre victorieusement contre Solo dans un Steel Cage match. L'OTC Reigns donc était revenu. Mais voilà, Cody voulait pas signer ce contrat, puis bon bah après la Bloodline est revenue plus tard. Intervention de Reigns, et puis bon finalement il prend le contrat, puis Cody signe. Bon voilà, l'association est officialisée. Et donc je suis content parce que suite à ce qui s'était passé à Berlin, bon ben défaite de d'Orton face à Gunther, défaite d'Owens face à Cody, avec un Owens qui n'osait pas porter son pop-up powerbomb sur l'éperon du ring, et ce qui lui a coûté bah, du coup le match, hein, enfin plus tard en tout cas, enfin on le saura jamais, vous me direz, mais que s'il avait porté ce pop-up powerbomb, peut-être qu'il serait champion plus tard, on sait pas. Mais du coup, euh, j'étais intéressé de savoir comment ça allait évoluer, notamment du côté de Wentz, et même la réaction d'Orton, s'il allait pas avoir un heel turn de l'un, de l'autre, voire des deux sur Cody. Et donc j'étais un peu déçu de voir que bon, ça traînait, il se passait rien après Berlin, là, notamment de Orton, on voyait pas trop. Owens était encore fourré avec Waller Theory, donc ça m'énervait. Heureusement, les deux, on les a remis en avant, on les a remis avec Cody dans l'histoire et autour de la Bloodline. Donc voilà, on relance tout ça et je trouve donc du coup intéressant ce qui est en train de se développer, notamment ce qu'on a vu dans le dernier SmackDown. Orton lui, oui, il avait aussi besoin d'explications aussi par rapport à Cody qui est son ami. Hein, on l'a vu aussi ils ont fait une vidéo ensemble sur YouTube et que voilà, il a en quelque sorte pactisé avec le diable. Cody en s'alliant à Roman Reigns pour l'occasion. Kevin Owens le vit encore plus mal parce que finalement Orton il reste je dirais
plutôt en bon terme avec Cody, hein, c'est le vieil ami. Il lui fait confiance, voilà, il est plutôt médiateur dans l'affaire entre Cody et Owens. Owens, lui, il le prend très mal. Il vit mal cette alliance parce que lui, évidemment, Owens, il a eu beaucoup de problèmes avec Reigns et avec la Bloodline pendant des années. Hein. C'est de même étonnant, incroyable de se dire que plusieurs années après, ben, Owens, il est toujours relié à la Bloodline. Hein. Il a toujours du mal, il n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, il vit mal cette situation. Il s'est booké même avec Orton un match tag contre Solo et Fatu, justement, dans le main event de SmackDown. Cody voulait quand même parler à Owens avant le match, mais bon, c'était pas le bon moment, hein, il était en train de se préparer avec Orton, donc Owens l'a envoyé chier. Orton a dit à Cody, t'inquiète pas, j'ai essayé de lui parler, je m'en charge, mais voilà, si tu peux, si t'as ici l'occasion d'intervenir durant notre match, hein, s'il y a besoin, bah, forcément ton aide nous sera utile, quoi. Et effectivement, le tag a lieu, les Guerrillas of Destiny arrivent, Cody arrive, il fait le save. Bon, après, il y a Fatou qui plonge sur Cody, il remet Cody dans le ring, sauf que en remettant Cody dans le ring, il fait tomber l'arbitre qui se tord un peu le genou, là. Sauf qu'avant, il y avait Stunner de Wentz sur Solo. Donc il est en train de faire le tomber. Bah oui, mais du coup l'arbitre qui se tord le genou, bah, il fait pas le tomber. Donc du coup, à cause de Cody, enfin involontairement. Mais du coup ça fout le bordel. Et puis de l'autre côté, bah, Fatou il a fait le tour du ring. Et Fatou porte 2 super kicks à Owens. Et derrière Sikoa en profite. Et puis bah, l'arbitre arrive quand même à faire le tomber. Donc victoire des Heels. Logique, parce qu'il fallait quand même les mettre en avant avant Bad Blood. Et du coup, bah, on a une fin de SmackDown assez tendue avec Owens qui repousse Cody, ça va pas bien, Orton il sait pas trop quoi faire, et on se termine dans ce tumulte quoi. Donc voilà, ça avance bien, là je suis content de retrouver ça un peu, et cette situation, donc on sait pas trop comment ça va se passer, est-ce que Owens va tourner, est-ce que ça va pas avoir un twist et que ça va pas être Orton, est-ce que ça va pas être Cody, même si j'y crois moins, hein, je pense que là, s'il doit y avoir un turn de Cody, il faut que ça arrive dans très longtemps, pas tout de suite. C'est pas vraiment pas le bon moment pour ça. Donc je pense que évidemment le favori ce serait plutôt Owens vu la situation. Et par rapport au pronostic, je vois mal, oui, je vois mal. Alors ça fait partie quand même de mes 3 indécisions, mais je donnerais quand même la victoire aux Mega Powers, quoi, Reigns et Cody, parce que c'est quand même voilà, la grosse équipe qui paraît imbattable, c'est Jet Cargill et Bianca Belair au masculin en quelque sorte. Hein. Donc c'est 2 grosses stars, c'est difficile de les voir perdre. Et du coup, je pensais aussi au côté un peu sadique des choses, c'est-à-dire j'ai plusieurs coups d'avance, on va dire. Je vous dis déjà quelque chose que j'ai en tête et que je vais vous dire dans 2 mois, donc j'ai quand même du coup de l'avance, mais je pense au Wargames qu'il y aura. Le Wargames de cette année, alors autant je pensais qu'à la base qu'il y aurait un Bloodline contre Bloodline, mais finalement je pense qu'on n'en prend pas le chemin parce que en plus Ikuleo, on a appris il débuterait à NXT, donc je pense qu'on peut oublier tout ça. Donc j'irais plutôt vers un 4 contre 4 entre la Bloodline actuelle, c'est-à-dire Fatou, Solo, Tamatonga et Tangaloa, contre les quatre faces, on va dire, hein, les 4 gros stars là, Cody, Reigns, Orton et Owens. Pas besoin d'en faire 5 contre 5, 4 contre 4. Ce sera très bien comme ça. Et avec la configuration classique des Wargames ou même des matchs de Survivor Series à élimination comme dans le temps, c'est-à-dire des équipes un peu forcément dysfonctionnelles, avec 1 ou 2 membres dans l'équipe, on ne sait pas trop comment ils vont pouvoir coexister, hein, selon la formule consacrée, hein, et c'est pareil d'ailleurs entre Cody et Reigns, hein, how will they coexist. Là aussi, ça sera pareil, avec Orton qui sera peut-être encore qui jouera encore les médiateurs, un Owens qui va devoir faire équipe avec Cody, mais surtout avec Reigns. Alors, il y aura eu un gros build-up hein, pour conduire à cette association, parce que Owens va, je pense que selon les circonstances, les 4 hommes vont devoir faire équipe pour aller se débarrasser de la Bloodline, et Owens va devoir, je dirais, se pincer le nez, on va dire, pour s'associer à ce qui représente, à celui qui est représenté comme le diable pour lui, c'est-à-dire Reigns, et qui lui a causé tant de mal. Donc, ça serait intéressant de voir ça. Et on a un peu 2 équipes, hein, 2 équipes à l'intérieur de ce quatuor. Donc 2 duos bien distincts et qui pourraient d'ailleurs s'affronter un jour, hein, ça pourrait être intéressant aussi. Et j'ai pensé à la fin de Wargames 2022 avec Owens qui se prenait un low blow de la part de Sami Zayn et un Eluva Kick et qui avait offert du coup Owens
en pâture à Jey Uso pour la victoire. Et je me suis dit, bah si si on revivait la même chose, la même fin qu'au Wargames 2022, mais cette fois-ci, on inverse les rôles cette fois-ci, enfin, en quelque sorte, mais cette fois-ci, c'est plus la cible, ce serait pas la victime, ce serait plus Owens. Owens qui porterait le low blow, cette fois-ci, à Cody, pour faire perdre son équipe, voilà, avec le clin d'œil à 2022, en inversant un peu les rôles, et faire perdre son équipe parce qu'il en peut plus en fait. Il ne peut plus se dire que supporter cette alliance, cette association, parce que il fait plus confiance à Cody, il fait toujours pas confiance à Reigns, et voilà, il va péter un câble, et c'est là qu'on va l'avoir ce heel turn. Donc pour moi, le Wargame serait la bonne occasion d'avoir ce heel turn, et donc plutôt donc de la part de Owens, et ça me, du coup, avec ce scénario, ça me fait pencher plus davantage pour la victoire de Cody et de Reigns à Bad Blood parce que justement ça permettrait d'énerver encore davantage Owens parce que justement Owens qui ne supporte pas cette association, bah, si elle gagne, bah, ça va encore l'énerver davantage. C'est pour ça que ça marcherait davantage comme ça que s'il perdait. Parce que s'il perdait, bon bah du coup Owens dirait bah, voilà je te l'avais dit hein, Cody, voilà tu peux pas, on peut pas, c'est pas un partenaire fiable, t'aurais pas dû t'associer avec lui quoi. Alors que si ça marche, au contraire, il y aura certainement un peu de tension hein, entre Cody et Reigns, on va nous la jouer classiquement. Hein. Ah, je te tape dans le dos, j'allais porter mon finisher, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans le ring, c'est quoi ça? Bon, voilà, genre pareil, hein, un peu les deux égaux, hein, le coup classique, mais au final, voilà, chacun portera ses finishers respectifs, et puis terminé, Solo sera, je pense, le gros candidat à la défaite parce que Fatou va être protégé, je pense, comme d'habitude, parce qu'il est booké fort. Reigns, je le vois pas prendre le pin, il est tellement trop fort, il a presque qu'un seul pin là en 4 ans, on va dire. Donc là, non, non, là, ça va se jouer entre Cody et Solo hein, pour prendre la défaite. Maintenant, moi, je donne plus la défaite à Solo du coup, mais avec un Fatou qui est booké fort. Alors évidemment, oui, ceux qui iraient plus vers une victoire de la Bloodline, ça peut s'entendre aussi. Hein. Si on nous vend encore un Fatou fort qui bat Cody, qui fait le tomber sur Cody, ça lui donnerait évidemment une chance évidente pour affronter Cody pour le titre. Hein. Cody lui avait déjà proposé d'ailleurs à Fatou. On savait pas que Solo avait enlevé ça, avait finalement annulé ça. Et pour Crown Jewel, ouais, un Fatou Cody, ça se raconte. Hein. Ça se raconte avec un truc un peu comme ils ont fait au Money in the Bank, quoi. C'est-à-dire Solo qui pin Cody, et puis voilà, on a le match à SummerSlam. Là, bah, ce serait peut-être Fatou qui pin Cody, et puis le match à Crown Jewel. Hein. Mais je pense que ça peut fonctionner aussi dans l'autre sens, hein, avec une victoire de Cody, qui bat Solo, du coup, en tag, avec un Fatou bouquet fort. Ça peut aussi se raconter encore avec un Cody qui donnerait peut-être une opportunité à Fatou, ou alors cette fois-ci Solo dirait, voilà, c'est finalement qui pousserait Fatou pour aller récupérer la ceinture et puis dire finalement à Fatou tu vas chercher récupérer ce titre là qui appartient à la Bloodline et tu me le restitueras ensuite. Voilà, ça peut être aussi un truc intéressant puisque maintenant bon bah, c'est son garde du corps, voilà il est à ses ordres donc Fatou il récupère le titre et puis il lui donne voilà comme il a laissé filer le titre tag à Tangaloa, hein, voilà. Bref, voilà, ça peut se raconter dans une victoire de la Bloodline, mais moi, dans mon idée, dans mon esprit, c'est victoire des Face pour avoir donc je dirais cette tension qui monte encore, cette rage qui monte de Owens, ça se raconterait davantage et qui expliquerait pourquoi il va finir par péter un câble, notamment au Wargames, et qui va faire exploser son équipe euh, en trahissant notamment Cody, voilà. Voilà, moi c'est mon scénario que je vois dans 2 mois. Mais il faudra bien sûr voir aussi ce qui se passera du côté de Crown Jewel, quoi. Mais voilà, en tout cas pour moi, voilà, ça va être un gros match plein de star power. Pas encore un grand match de catch, hein, voilà, toujours pareil, hein, avec Solo, avec Reigns, bon. Mais un match à plusieurs, ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut être un peu le Capharnaüm, de l'overbooking, évidemment, avec le reste de la Bloodline, avec Orton, avec Owens, hein, aussi, attention à Owens, hein, qui pourrait aussi intervenir et faire commettre un acte irréparable. Attention aussi. Hein. En tout cas, pas d'Ikuleo du coup, hein, vu qu'on le voit, on va le voir à NXT visiblement, donc ça annule une possibilité. Mais ça sera spectaculaire. Ça peut être un bon main event si c'est ça le main event. Et quand même un peu d'indécision, je trouve. C'est pas forcément victoire assurée pour les Mega Powers, même s'ils paraissent invincibles les deux. Hein. Donc voilà, il y aura du bon storytelling. Moi, j'attends de voir quand même ce que ça peut donner. Mais en tout cas, c'est un match qui va aider à continuer la narration
autour de Reigns, qui aura forcément besoin de récupérer aussi à la fois le titre et à la fois Lula Fala, hein, parce que ce sera aussi son objectif. Hein, faudra pas, je pense qu'il l'oublie pas non plus Lula Fala. Hein. À un moment donné, l'évolution d'Owens et peut-être pourquoi pas d'Orton, on sait jamais, qui peut aussi avoir un rôle d'arbitre, mais plus que ça. Voilà. En tout cas, pour moi, victoire des Faces. Voilà, j'en ai fini avec les pronostics. Hein. Ça fait quand même 2 fois que je l'ai fait. J'avoue que j'en suis un peu fatigué. On va terminer avec le traditionnel top 5 des matchs du mois écoulé, et même au-delà. Hein. Donc à partir du 24 août jusqu'à aujourd'hui. Toujours selon mes goûts personnels et selon les matchs que j'ai vus, hein, bien entendu. Et on va commencer tout de suite par le numéro 5 de ce classement. Il s'agit de Esfinge contre Euphoria, contre Hechicero, contre Valiente. C'était dans le show de Simel Nonagésimo Primero Anniversario du 13 septembre. 4,5 pour la note. C'était un masque contre masque, un 4-way match à élimination dans le cadre du 91e anniversaire de la Simel. J'étais assez décontenancé au départ par la règle, car les 2 premières personnes qui ont perdu étaient non pas des candidats pour avoir leur masque retiré, mais au contraire 2 lutteurs d'ores et déjà éliminés. Mais on comprend mieux ensuite que la finale permet à celui qui la gagne de récupérer le masque du perdant, hein, ce qui constitue bien évidemment un trophée ultra précieux et prestigieux dans la carrière d'un luchador. Hein. Un excellent début de match, hein, très spotty, notamment grâce aux prouesses athlétiques d'Esfinge, et Cicero brillant, hein, comme d'habitude, davantage dans le registre technique, avec ses soumissions toujours aussi soignées. Les 2 éliminations n'auront pas trop tardé, hein, permettant surtout de laisser place à une finale absolument dantesque, le tout dans une arena Mexico toujours aussi massive et bouillante, hein, comme si on était en plein match de foot. La tension est plus que palpable, on vibre à chaque tombée ou soumission, et cette finale part vers une epicness totale. Lorsque le combat s'achève, l'émotion est incroyable, on voit beaucoup de gens dans le public en larmes, les proches du perdant viennent le réconforter, notamment son fils. Les promos du vainqueur et du perdant sont pleines de respect. Le vainqueur en ressort évidemment grandi, hein, fort de ce masque récupéré, et je suis content pour lui car je l'apprécie beaucoup. Le perdant dévoile son visage et son identité, sans la moindre peur ni le moindre regret. Il célèbre avec le public, qui l'applaudit avec énormément d'émotion. Match tout à fait particulier dont je n'ai pas l'habitude de parler ici, mais c'est aussi ça, le catch. Émotion, drama, epicness, tradition, respect, transmission, hein, c'est un peu tout ça à la fois, et on en redemande, hein, car il est rare de ressentir autant de choses à la fois dans un seul et unique combat. 4,5 donc pour cette magnifique pépite mexicaine à voir à tout prix. On va passer maintenant au numéro 4 de ce classement. Il s'agit de Luke Jacobs contre Michael Oku. C'était lors du show Rev Pro 12th Year Anniversary Show du 24 août, 4 étoiles et demie pour la note. Match comptant pour le titre Rev Pro Undisputed British Heavyweight détenu par Michael Oku depuis plus d'1 an, hein, rien que ça. C'était le main event du show entre 2 des meilleurs éléments, hein, du Royaume-Uni à l'heure actuelle, 2 styles assez opposés et qui finalement se sont annulés en quelque sorte. Le high flying d'Oku posant des difficultés à un Luke Jacobs plus terrien et dur sur l'homme, et à l'inverse la rudesse de Jacobs atténuant pas mal les excès de vitesse de son adversaire. Le match est hyper équilibré, hein, le public est très sonore et Oku portera à plusieurs reprises son traditionnel half crab afin d'affaiblir la jambe de son adversaire. Il arrivera même à faire saigner Luke Jacobs pour le drama et se montrera même aussi sauvage que peut l'être Jacobs habituellement, et même parfois arrogant. Le comeback de Jacobs sera aussi assez réussi, et les mandales pleuvront des 2 côtés afin de faire participer le public. Beaucoup d'intensité, de drama et de suspense jusqu'à la fin du match, des near falls de folie et des lariats très appuyés de la part de Jacobs. Les 2 hommes finiront épuisés au sol à l'issue de cette dure lutte de 34 minutes quand même. Le vainqueur relèvera sportivement le perdant en guise de respect, lui serrera la main pour une belle accolade sous les applaudissements du public. Vraiment un excellent match, hein, un vrai mini-event, très très bon mini-event offert par la Rev Pro, et déjà un challenger d'envergure, hein, qui va se présenter face au champion pour une affiche déjà vue 2 fois dans le passé et qui a toujours tenu ses promesses. Donc j'ai déjà hâte de voir ce match 3, quoi qu'il en soit. 4 étoiles et demie pour ce très bon match de lutte Made in England. On va passer maintenant au match suivant, le 3e, le numéro 3. MJF contre Will Ospreay, c'était à All In, London 2024, le 25 août, 4 étoiles et demie pour la note. Et bien voilà, All In, on y est. Ambiance de folie, hein, à Wembley pour ce match très attendu. MJF avait pris le titre international à Ospreay à Dynamite après un match marathon d'1 heure.
rebaptisant alors ce titre l'American Championship. Un match assez complet, hein, on aura eu aussi bien du bon catch que du bon storytelling avec du drama et une dose d'overbooking pour couronner le tout. Le Panama Sunrise de MJF, hein, le petit clin d'œil à Adam Cole sur le rebord du ring, est impressionnant. Et Ospreay nous gratifiera à son tour d'un nose cutter, également sur le rebord du ring. Un caméraman va même se prendre un Hidden Blade d'Ospreay assez foudroyant. Le bum d'arbitre sera aussi de mise et permettra de faire entrer en scène un homme masqué dont l'intervention n'est pas franchement une surprise pour ceux qui ont suivi la storyline depuis le début. Une intervention décisive qui mettra fin au débat après une longue lutte acharnée de 25 minutes. Un très bon match dans une ambiance folle. Un MJF toujours aussi parfait dans son rôle de heel détestable, tricheur et opportuniste. Et un Ospreay toujours aussi impressionnant et capable de pratiquement tout dans un ring. Le Tiger Driver 91 aura bien entendu fait partie intégrante de la narration du match. Danielson lui-même ayant encouragé Ospreay à ressortir cette prise après l'avoir mise à la retraite. 4 étoiles et demie pour ce match haut en couleur qui aura su tenir ses promesses et constituant pour ma part l'un des 2 meilleurs matchs de cette édition d'All-In 2024. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement. Il s'agit d'Adam Page contre Swerve Strickland. C'était à All Out 2024 le 7 septembre. 4 étoiles 75 pour la note. C'était un Extension Lights Out Steel Cage match, hein, ce qui signifie que le ratio victoire-défaite ne sera pas impacté par le résultat de ce match et que le W ne sera pas tenu responsable de ce qui pourrait se produire. La fin d'une rivalité d'un an, hein, dont j'avais pu déjà parler l'an dernier dans mes top 5, hein, de loin la meilleure rivalité à l'EW en 2023. L'occasion ici de remettre le couvert pour la toute dernière fois et pour Adam Page d'enfin réussir à battre Swerve, chose qu'il n'a pas encore su faire après 2 défaites et un match nul obtenu en 3 matchs. Mais les 2 hommes ont pas mal évolué hein, depuis leur dernière confrontation, pile 7 mois auparavant, notamment Adam Page, hein, homme tourmenté et complexe hein, s'il en est, qui marche désormais seul, sans l'élite à ses côtés, avec le farouche désir de récupérer le titre suprême de l'EW. Page aura marqué les esprits 3 jours avant ce match, hein, en brûlant la maison d'enfance de Swerve, dans un segment très réussi hein, et très marquant, hein, qui sera l'un des segments les plus marquants de l'année. Il n'est donc pas étonnant de retrouver des flammes, hein, ainsi que des photos de cet acte barbare hein, sur la tenue de Swerve. Avant même le début du match, hein, Swerve tente déjà d'assassiner Page hein, en lui écrasant la cage contre la gorge pendant que la cage descend petit à petit. Hein, et c'est Prince Nana lui-même hein, qui remettra les 2 hommes dans le ring et empêchera ce drame de se produire. Ça donnait en tout cas le ton hein, de ce qu'allait être ce match, hein, à savoir une véritable boucherie sans la moindre retenue. On verra plusieurs clins d'œil à leur Texas Deathmatch de Full Gear 2023, notamment l'agrafeuse utilisée pour agrafer le corps de son adversaire, mais aussi quelques photos d'enfance de Swerve, sans oublier le fameux parpaing. Hein. Le sang coule à flot bien évidemment et l'on se sent souvent mal à l'aise hein, face à cette boucherie. Le vertebreaker de Swerve porté directement sur le parpaing ou bien le Swerve Stomp sur la table en témoigne. Le morceau de bois brûlé saisi par Page, un vestige de la maison brûlée de Swerve, servira aussi tel un poignard. Swerve arrivera à l'utiliser à son avantage en enfonçant ce morceau de bois serré sur le front de son adversaire. Swerve en a presque les larmes aux yeux hein, lorsqu'il se rend compte que le morceau de bois qu'il tient est tout ce qu'il reste de sa maison d'enfance. La powerbomb de Page sur le parpaing est également un spot sacrément marquant et difficile à voir de ce match. Le drama qui s'installe en fin de match est incroyable. Swerve allant même jusqu'à rire hein, malgré le tabassage qu'il subit. Page lui retire alors carrément ses dents en or pour venir lui planter une seringue anesthésiante en plein dans la bouche. Je m'arrêterai là pour la narration. Le public finira choqué et décontenancé par cette fin de match. On n'est clairement pas bien hein, à l'issue du match. Le regard du vainqueur donne même l'impression qu'il est à 2 doigts de regretter son geste et qu'il est peut-être allé trop loin. Match qui ne sera sans doute pas regardable par tous, hein, car il est dur, violent, malaisant, bourré de psychologie et de clin d'œil, mais pour ce que le match devait être, le résultat coche toutes les cases et conclut parfaitement cette rivalité d'anthologie. Adam Page est pour moi le personnage le plus complexe, le plus intéressant et le mieux développé de l'histoire de l'AEW, un homme qui a connu des joies, mais aussi essuyé beaucoup de déconvenues depuis 5 ans, qui a sombré dans l'alcool, qui a remonté la pente jusqu'à revenir au sommet, avant de sombrer à nouveau, un homme désorienté qui marche seul, en quête d'une gloire retrouvée, qui, même si elle avait lieu, ne lui donnerait pas l'assurance de combler son bonheur. Hein, sa plus belle victoire sera sans doute celle qui remportera contre lui-même. Et c'est surtout ça qui est passionnant lorsque l'on évoque Adam Page. Donc 4 étoiles 75 pour ce match si particulier, dérangeant, mais terriblement marquant et poignant, que je recommande à toutes les âmes insensibles qui m'écouteront. Voilà, il y a certaines scènes qui vont peut-être déranger certains. Je sais que ce match va pouvoir partager certains, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un des gros matchs du côté de la l'AEW cette année. Et on termine ce top 5 et cette vidéo avec le numéro 1 de ce classement. Il s'agit de Bryan Danielson contre Swerve Strickland, à nouveau.
le doublé pour Swerve. C'était AEW All-In London 2024, 4 étoiles 75 pour la note, donc retour à Londres. Match qui comptait pour l'AEW World Championship, détenu par Swerve depuis fin avril. De plus, la carrière de Bryan Danielson était en jeu en cas de défaite, c'est dire si ce match s'annonçait tendu et fort en émotion. Nous étions dans le main event d'All-In et le public attendait ce match avec impatience. Superbe entrée de Danielson sur Final Countdown. Les frissons étaient garantis, d'autant plus que c'était possible que ce soit la dernière fois qu'on l'entend. Brie Bella et les enfants étaient également présents à ringside pour l'occasion. Swerve veut même les provoquer vers le début du match, tout en tabassant Danielson. Le sang coule déjà du côté de Danielson, après un Death Valley Driver porté par Swerve sur la cloche, même si bizarrement Danielson va saigner au front plutôt qu'à l'arrière du crâne. Suite à un vertébreaker sauvagement appliqué par Swerve, les médecins viendront voir Danielson, lui dont on sait la fragilité de sa nuque. Ça permet d'instiller une dose de drama et le match peut heureusement reprendre ensuite. Mais Danielson est sonné et Swerve va enchaîner assez facilement son adversaire. L'inquiétude monte et la retraite semble proche pour Danielson. Le kick-out qui suivra fera popper la foule qui scandera des Yes Chants. Danielson trouvera alors son second souffle porté par un public en feu. Le kick-out de Danielson sur le Big Pressure de Swerve fera à nouveau popper la foule. Adam Page, dont la très longue rivalité avec Swerve dont je parlais juste tout à l'heure, mais n'est toujours pas terminé, et va se pointer ensuite, très énervé, mais retenu par la sécurité. La distraction ne suffira cependant pas, Swerve se dégageant du Boisakuni de Danielson. La séquence finale révèle une victoire incontestable, c'est la folie et tout le monde est crevé à l'issue de ce match qui clôturait tout de même 4 heures de show. Un excellent match, de toute évidence l'un des matchs de l'année. Émotion, drama, intensité, enjeu, ambiance, storytelling. Il y avait tous les ingrédients dans ce match qui en font un classique du genre et un match dont on se souviendra longtemps. 4 étoiles 75 donc pour ce très beau moment de catch, 26 minutes de pur bonheur qu'il faut évidemment voir à tout prix. Voilà, j'en ai fini pour la deuxième fois avec cette vidéo. Et là, je peux vous promettre que je la ferai pas une troisième fois cette vidéo. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est plus courte que la précédente. On a gagné au moins un quart d'heure. On va dire que c'est l'avantage. Je vous remercie évidemment pour votre fidélité, pour votre écoute. Et partagez cette vidéo au plus grand nombre. Et likez surtout cette vidéo, c'est très important pour ma visibilité. Et commentez aussi, c'est aussi très important. Donnez vos pronostics. Voilà, parlez de ce que vous voulez, toujours évidemment dans le respect et la bienveillance. Ça c'est le mot d'ordre. Comme je l'indique sur mon visuel, là c'est un peu spécial. Mais prochain rendez-vous à Zap pour la review, donc ce sera as soon as possible, comme je l'indique. Je ne mets pas dimanche prochain puisque je vais être assez pris. Je serai pas chez moi le week-end prochain. Ça va être un peu compliqué. Je sais même pas dans quelles conditions je vais regarder le pay-per-view. Si je vais même pouvoir le voir en direct. Et si c'est le cas, ça sera pas dans une très bonne condition. Ça risque d'être sur mon téléphone parce que la connexion sera pourrie. Donc ça va pas être génial. Et le dimanche, je serai pas très dispo, donc la review n'aura probablement pas lieu dimanche, et même lundi c'est pas sûr, et mardi ce serait peut-être dans le meilleur des cas. Bref, ça arrivera, ça c'est sûr, elle va arriver, mais il faudra être un peu plus patient que d'habitude, donc ce sera peut-être le 7, 8, 9 octobre, dans ces eaux-là. Voilà, j'essaierai de faire au mieux, mais oui, malheureusement parfois il y a des impondérables, évidemment, même si le catch est une passion pour moi, ça ne constitue pas toute ma vie, évidemment. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très vite. Bon pay-per-view à vous. Profitez bien. Regardez un maximum de catch. Profitez bien de cette passion qui est la nôtre. Donc, on se retrouve très vite. Portez-vous bien. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas et plus que jamais, vive le catch et cero miedo. Ciao à tous.